les objectifs que nous avons poursuivis en organisant cette journée nationale. C'est d'abord fournir un espace où les politiciens, les universitaires, les experts, les organisations de la société civile, les membres du gouvernement, les responsables de toutes les institutions de la République doivent se retrouver pour jeter les bases fondamentales de la tenue annuelle, je dis bien tenue annuelle, d'une journée nationale de promotion de la gouvernance au Bénin. Offrir aux parties prenantes une réelle opportunité d'intervenir dans les réformes et de s'engager pour leur réalisation. D'inciter à un échange d'expériences sur l'existence et la mise en œuvre des règles, mécanismes et outils de promotion de bonne gouvernance au Bénin. Et enfin, de développer un dialogue entre les différents acteurs ou parties prenantes de la gouvernance afin de déboucher sur l'utilisation des meilleures pratiques. Pour ce faire, nous avons mis en place une organisation. Il y a d'abord un comité de supervision qui a été mis en place, dirigé par Monsieur le directeur général de l'USAID lui-même, ici présent, et votre serviteur. Voilà le comité de supervision. Elias Jean-Baptiste et M. Richter. Ensuite, nous avons mis en place un comité de soutien composé des ministres Marie-Élise Bedo, des ministres Mariam Aladji Boni Diallo, des ministres Arifari Nassirou Bako, de votre doyen, vous journaliste, M. Jérôme Carlos, et de M. Ridwan Haïder. Voilà le comité de soutien. Ensuite, il y a eu un comité scientifique qui est composé de Mme Darbou Pierrette, elle est ici présente, de Mme Paulette Gangboa Boton, elle est là dans la salle, de M. Sylvain Rwandinou, il est présent dans la salle, de M. Cléophas Bedioke, il est présent dans la salle, de M. Norberto Martinez, il est présent dans la salle, et de M. Gilles Badé, qui peut-être d'un moment à l'autre va nous rejoindre. Puis, nous avons confié la communication de cet événement à un des vôtres, le publiciste AG Partenaire. Qu'avons-nous décidé de faire en dehors de ce cadre de concertation pour que les politiciens, les experts, les universitaires, les membres de la société civile, les organes officiels, constitutionnels, les autorités puissent être là? Nous avons prévu de faire 6 panels pour aborder tous les sujets possibles. Le premier panel a pour titre « Les organes et les agences de l'administration face à la lutte contre la corruption ». Dans ce panel, nous avons posé une série de questions et la présence de tous ceux qui ont assisté à ces journées-là devrait pouvoir permettre de faire le nécessaire. Les questions sont les suivantes. Pour ce panel, quelle solution face aux problèmes de tutelle, de liberté des choix des entreprises, des personnes ou des périodes d'audit? Vous savez bien que le pays, on fait beaucoup d'audits, mais il faudra faire en sorte que les audits puissent avoir un sens et que ça puisse avoir donc un répondant. La question suivante. Quelle solution face aux problèmes de confidentialité ou de liberté de publication des résultats d'audit? Vous vous souvenez, vous, organes de presse, vous avez souvent demandé, mais on fait les audits, il faut les publier. Et le gouvernement dit non, on ne va pas publier. Parfois on dit oui, il faut publier, mais nous on a dit mais il faut débattre du sujet. Pourquoi
on ne les publie pas et il faudrait qu'on en parle. Autre question, quelles sont les solutions face aux problèmes d'harmonisation, de coordination, d'échange d'informations entre organes administratifs de contrôle? Vous savez bien que nous avons l'inspection générale des finances, on a l'inspection générale des affaires administratives, inspection générale des services publics, inspection générale au niveau de la justice, inspection générale au niveau des armées, la chambre administrative et la chambre des comptes de la Cour suprême. Tous ces organes-là sont des organes de contrôle d'une manière ou d'une autre, et bien entendu, au niveau de tous les ministères, inspection générale du ministère. Et alors, on se dit, mais tout ce monde-là doit pouvoir s'entendre pour faire quelque chose afin d'aller de l'avant. Et enfin, quelles sont les solutions face aux problèmes de relations avec le Parlement et avec la justice? Voilà l'objet de ce que nous avons prévu pour ce premier panel-là qui a travaillé à Agoué. Le deuxième panel a pour titre « Les différents juges et la lutte pour l'intégrité, justice ordinaire, justice financière et justice politique ». Les questions que nous avons laissées au débat de ce panel sont: la justice ordinaire peut-elle efficacement lutter contre la corruption en n'étant pas indépendante de l'exécutif? Comment mieux assurer l'indépendance des juges? Le procureur doit-il toujours être sous la tutelle de l'exécutif? Quelle justice financière pour une lutte efficace contre la corruption? Quels sont les défis de la mise en place d'une juridiction financière dans un pays comme le Bénin? Profil, mandat, ressources légales, humaines et financières, techniques de contrôle. Quel type de transformation ou de réforme sont nécessaires pour que les ministres et les députés soient jugés et condamnés en cas d'acte de corruption? Quelle place pour l'immunité? Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les députés ont l'immunité. Il y a quelque chose, on dit, ah, il faut d'abord lever l'immunité avant, sinon on ne peut rien faire. Et vous connaissez la suite. On a dit, pas de questions taboues, nous mettons tout ça sur la table et nous allons en discuter. Comment dépolitiser et professionnaliser la saisine, la conduite du dossier et son jugement? Faut-il confier le jugement des politiques aux juges ordinaires? Voilà des questions que nous avons débattues au cours de ce deuxième panel. Le troisième panel a pour titre « Population, société civile et lutte contre la corruption ». Quelles sont les questions que nous avons mises sur la table et qui ont permis de travailler? La population est-elle simplement une victime de la corruption? Les mécanismes de lutte contre la corruption ne devraient-ils pas aussi se pencher sur une éventuelle part de responsabilité de la population? Ce n'est secret pour personne. Nous disons qu'il y a corruption, mais la population contribue d'une manière ou d'une autre. Ah, écoutez, monsieur, j'ai mon fils qui est candidat à ce concours-là. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ah, monsieur, mais vous avez lancé un appel d'offres ici, mais moi, je veux gagner ça, même si vous n'avez pas la compétence. Ah, il y a un bâtiment à construire, je mets rapidement en place quelques tâcherons. Là, je dis, voilà, ça y est, je suis société, il faudrait que vous me donnez le marché. C'est la même population qui intervient auprès des autorités pour dire, je veux ci, je veux ça, donne-moi ci, donne-moi ça, etc. Et c'est cette même population qui parfois dit, je suis victime de corruption. Donc, on a soulevé la question pour dire, qu'est-ce qu'on peut faire? La société civile a-t-elle les ressources humaines, financières et techniques pour assurer son triple rôle d'enquête, de dénonciation et de plaidoyer en matière de lutte contre la corruption? Quelles sont les principales initiatives passées ou en cours en la matière? Quelles sont les causes d'échec de la société civile en la matière? Quelles sont les initiatives, modèles à prendre comme exemple en la matière pour que nous puissions réussir la lutte contre la corruption? Voilà les questions que nous avons posées aux panélistes et à toute l'Assemblée pour le panel numéro 3. Le panel numéro 4, nous avons dit
le partenariat international pour la bonne gouvernance. Il faut qu'on en parle. Quelles sont les questions? Différents réseaux, différents partenaires, différents mécanismes ou initiatives internationales sont mis en œuvre pour permettre aux États d'évaluer leur avancée en matière de bonne gouvernance, qu'il s'agisse du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ça c'est au niveau de l'Union africaine, qu'il s'agisse des rapports des Nations Unies, la Convention des Nations Unies contre la corruption, qu'il s'agisse d'autres initiatives, le protocole de la CEDEAO pour la lutte contre la corruption. Où en est le Bénin dans l'ensemble de ces initiatives, mécanismes ou réseaux? Que reste-t-il à améliorer? Voilà ce que nous avons prévu pour ce panel numéro 4. Il reste 2. Le panel numéro 5, nous avons parlé des marchés publics et relations secteur public, secteur privé. Comment garantir l'intégrité? Vous savez très bien que les marchés publics constituent un nid important de corruption. Les investissements passent par les marchés publics. Ce sont des milliards qui circulent chaque année. Et on se pose des questions de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les questions que nous nous sommes posées sont les suivantes. Quelles sont les causes ou ressorts de la banalisation de la corruption dans les rapports entre secteur public et secteur privé? Pourquoi? Parfois, le secteur privé a envie d'aller très vite. Le secteur public prend son temps. Le secteur privé qui veut aller très vite vient déposer la pierre sur le dossier. Le secteur privé qui veut aller vite passe voir les responsables à la maison pour leur dire « Ah, j'ai appris qu'il y a un marché ici. Hein. Bon, tu auras ta part. Ah, mon patron qui est en Europe là-bas ou aux États-Unis ou en Asie m'a dit que j'ai appris qu'il y a un marché comme ça concernant le Bénin, ça nous intéresse. Tenez, faites quelque chose. Je suis venu vous voir pour que nous puissions arranger. Hein, on ne va pas vous oublier, vous aurez votre part. Mais tous ces problèmes-là ont été débattus au cours donc de la réunion. Quels sont les efforts qui reviennent au secteur privé dans la lutte contre la banalisation de la corruption? Souvenez-vous, le FONAC a travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie pour demander à former les chefs d'entreprise à l'effet de produire de bons dossiers pour les appels d'offres, afin que chacun se professionnalise dans son domaine, pour que quand il y a des marchés, il puisse être sûr qu'il a très bien monté le dossier, qu'il est techniquement au point, et que financièrement également il est au point, et que ça cesse, que ça soit un marchandage, on court derrière pour dire, allez, donne de l'argent pour que tu puisses gagner le marché, pour que ça puisse cesser. Mais on n'a pas eu beaucoup de répondants parce qu'ils sont toujours dans leur logique de faire ce que nous dénonçons. Quel outil, mécanisme ou instrument à mettre en place pour en finir avec cette banalisation de la corruption dans les relations secteur public, secteur privé? Voilà les questions que nous avons posées pour le panel numéro 5. Et enfin, le panel numéro 6, c'était des études de cas. Études de cas, secteur de la santé et des faux médicaments. Initiative pour l'intégrité dans le secteur de l'eau et de l'assainissement par le Programme national de l'eau. Quelles sont les questions? La corruption dans les hôpitaux. Vous savez que c'est une réalité, hélas. Quand vous arrivez, on ne s'occupe pas de votre malade, vous accompagnez le malade, on attend que vous déposez, que vous faites ci, que vous faites ça. Le malade est dans le lit, on ne le programme pas à temps, il faut passer par derrière pour donner de l'argent aux agents de santé avant que le malade soit programmé pour l'intervention. Il y a beaucoup de cas où les agents de santé passent par derrière pour aller trouver des faux médicaments et viennent les vendre, ou alors on prescrit beaucoup plus de médicaments qu'il faut. À tel patient, on lui dit, donnez les médicaments, il donne tout, on prend quelques 2 ou 3 flacons là-dedans, et puis on sert le malade, et le reste, on les garde. Un autre malade arrive, on lui dit, bon, ok, on a les médicaments à vous vendre, mais puisqu'il veut se faire soigner, il passe dans les mailles et devient également corrupteur parce que son accompagnant veut que son malade puisse sortir. Les questions que nous nous sommes posées.
question des faux médicaments et la problématique de l'impunité. Le dossier PPEA2 a été abordé et la problématique de l'impunité, la cartographie des risques et autres initiatives du Partenariat national de l'eau pour une meilleure transparence dans le secteur de l'eau, l'initiative pour l'intégrité dans le secteur de l'eau et l'assainissement, tout ceci a été fait. Et quand nous avons fait tout ça, on l'a fait en présence de qui? Nous l'avons fait en présence de 146 délégués. Le chef de l'État devrait être présent lui-même. Et vous savez qu'à cette date-là, maintenant ce n'est plus secret, on peut le dire, il était malade, en traitement à l'extérieur du pays. Mais il a préparé son discours lui-même, qu'il a voulu délivrer à cette journée nationale de gouvernance. Et il a envoyé le président par intérim, pendant que lui, il était absent, le ministre d'État, Abdoulaye Diop-Tchane, qui est venu lire le message du président de la République à cette journée nationale de la gouvernance. Il y avait le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Sports, le ministre de la décentralisation, le ministre de la Justice et de la législation. Ils sont restés jusqu'au bout. Le ministre de la Justice, agissant au nom et pour le compte du gouvernement, est resté du début jusqu'à la fin. Nous avons eu le président du Conseil économique et social. Il est resté jusqu'à la fin. Le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, il est resté jusqu'à la fin. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est resté jusqu'à la fin. 12 autres députés sont restés jusqu'à la fin. Bref, vous avez la liste des 146 participants, les directeurs, chefs de service, les présidents des autorités, ils étaient tous là. Vous aurez ça tout à l'heure. À l'issue de tout ça, avec tout ce que je viens de vous dire, les panels ont été scrutés, les questions ont été posées, tout a été fait et on a retenu des recommandations. Alors, les recommandations, vous les verrez tout à l'heure. Vous aurez le document, mais on l'a mis au tableau pour que vous puissiez le lire. On a fait des recommandations d'abord à l'endroit du gouvernement. Ensuite, recommandations à l'endroit du Parlement. Je reviens tout à l'heure. Recommandations à l'endroit de la Cour suprême. Recommandations à l'endroit de la Haute Cour de justice. Recommandations à l'endroit du Conseil économique et social. Recommandations à l'endroit de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Recommandations à l'endroit de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Recommandations à l'endroit de l'Autorité de régulation des marchés publics. Recommandations à l'endroit du secteur privé, CCIB, patronat. Recommandations à l'endroit de la société civile. Recommandations à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Disons tout simplement que, au niveau du gouvernement, vous avez la liste, vous aurez le document, et tous ceux qui ont mis leur adresse mail auront tout à l'heure même la version électronique de tout le rapport pour que vous puissiez travailler avec, afin que vous n'alliez pas encore dans vos rédactions pour pouvoir aller faire la saisie. Tout est là-dedans, vous l'aurez tout de suite, dans la salle même. Et chacun de vous aura ça en même temps et pourra, dans sa rédaction, sortir l'essentiel pour pouvoir rendre compte à la population demain. Alors disons que, très facilement, pour ce qui concerne les recommandations à l'endroit du gouvernement, le premier, systématiser la déclaration du patrimoine par tous les membres du gouvernement dans le délai de 15 jours prescrit par la loi. Mettre rigoureusement en application le mécanisme de dotation des hauts emplois techniques dans l'administration publique. Je cite quelques-unes des recommandations. Mettre en place, c'est la recommandation 8, mettre en place
un dispositif efficace et transparent pour en finir avec les fraudes et suspicions de fraude dans l'organisation des concours d'accès à la fonction publique. Revoir les tests qui organisent les différents organes administratifs de contrôle, de sorte à permettre que les résultats des audits et des inspections soient transmis à certaines structures en charge de la promotion de la bonne gouvernance, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, par exemple. Allier l'indépendance totale de la justice avec la responsabilité de ses acteurs, d'où une attention particulière à la réforme et au fonctionnement optimal des organes tels que l'inspection des services judiciaires et le contrôle supérieur de la magistrature. Sur ce point 12, à l'heure où je vous parle, et depuis lundi dernier, se réunit à Grand Popo un atelier sur ce que je viens de vous dire. La justice est en atelier aujourd'hui encore en application de cette recommandation à Grand Popo, à l'heure où je vous parle. Ce matin encore, j'ai eu les responsables là-bas qui me faisaient le compte rendu. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, ils vont finir pour sortir ce que nous avons proposé ici. Je reviens en arrière. S'agissant de déclaration du patrimoine, ça y est, ils sont en train de faire. Au 30 juin 2017, sur les 21 ministres, 18 ont fait leur déclaration de patrimoine. Il restait 3. Et au sortir de ces journées, nous avons écrit à ces 3 ministres, ils ont déjà fait leur déclaration de patrimoine. C'est réglé, c'est fini. Au sortir de cet atelier, nous avons 83 députés. 21 ont fait leur déclaration du patrimoine. Il restait 62. Nous avons écrit à chacun des 62. Ils ont tous reçu. Le maximum a déjà fait le nécessaire. En principe, à la fin du mois d'octobre, là, j'aurai le point complet. Mais la plupart des députés qui ont reçu la lettre m'ont téléphoné pour dire « Ah, je suis de bonne foi, j'ai oublié. Je suis de bonne foi, je courais à droite, à gauche, et puis bon, voilà, le dossier est prêt, je n'ai pas fait. » Ils ont fait maintenant. En matière de concours frauduleux, vous connaissez la suite. Les dispositions sont prises pour qu'il y ait moins de contestation aujourd'hui dans l'organisation des concours. Donc, ça bouge. Depuis quelque temps, vous avez commencé par sentir un certain nombre d'actions de gouvernance qui sont menées. Les journées nationales de gouvernance sont passées par là. Parce que le document qui a été fait, c'est devant les autorités elles-mêmes, ministres, présidents d'institutions, les directeurs à différents niveaux. Si bien que toutes ces recommandations que vous voyez ici, nous avons écrit à chacun des 146 qui ont pris part à ces journées. Nous leur avons dit, nous avons l'honneur de vous transmettre par la présente le rapport de la Journée nationale de gouvernance au Bénin qui s'est tenue du 15 au 17 juin 2017 à Millennium Popo Beach, hôtel à Agoué. Nous vous prions d'accorder une attention particulière aux recommandations issues du forum. Nous vous demandons de contribuer dans la mesure du possible à leur mise en œuvre pour qu'au rendez-vous de 2018, vous puissiez exprimer au forum votre contribution à la promotion de la gouvernance et de la lutte contre la corruption au Bénin. Chacun des 146 a reçu une lettre en ce sens. Recteur de l'université, les universités de Cotonou, de Parakou, tout ça là, tout ce monde-là, les directeurs à divers niveaux, tous les inspecteurs généraux des ministères, les corps de contrôle, ils ont tous reçu. Vous aurez la liste nominative des 146 participants dans le rapport. Mesdames et messieurs, après cela, qu'est-ce que nous comptons faire? J'ai oublié de vous dire les recommandations au niveau du Parlement. Il ne faut pas être long dans la déclaration préliminaire. Vous avez tout ça avec vous.
Au niveau du Parlement, il faut revoir la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption. Il faut ériger la Chambre des comptes de la Cour suprême en Cour des comptes. La Chambre des comptes devrait devenir Cour des comptes. Si la révision de la Constitution au plan national général pose problème, que le Parlement trouve la formule qu'il faut pour que ceci soit fait. Aujourd'hui, il n'y a que 2 États de l'UEMOA qui n'ont pas encore fait ça. C'est le Mali et le Bénin. Ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on puisse aller de l'avant. Habiliter certains organes, notamment l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et les organisations de la société civile, spécialisées dans la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, à saisir directement la Haute Cour de justice. Donc, il y a des réformes à faire. Et nous prenons toutes les dispositions pour que ça soit fait. Adopter une loi permettant d'ouvrir l'hôpital à son environnement en redéfinissant le statut de l'établissement public hospitalier. Il y a eu un certain nombre de déclinaisons que nous avons eu à faire dans et vous pouvez les voir. À l'endroit de la Cour suprême, veiller à la déclaration du patrimoine, exercer des contrôles sur les déclarations du patrimoine. Voilà encore un autre problème. Aujourd'hui, du fait que on n'a pas assez de personnel au niveau de la Chambre des comptes de la Cour suprême, on n'a pas la formation qu'il faut quand les déclarations se font. On met les déclarations, on les garde dans un tiroir, c'est terminé. Or, la Convention des Nations Unies dit la déclaration du patrimoine, ce n'est pas pour faire un joli verre, ce n'est pas pour meubler les armoires. Il faut les vérifier. Donc, une formation va se faire pour que les agents sachent ce qu'il faut faire pour contrôler la déclaration du patrimoine qui est faite. Ça va se faire. Au niveau de la Haute Cour de justice, œuvrer à la révision des dispositions constitutionnelles créant la Haute Cour de justice et y intégrer des magistrats de formation. À l'endroit du Conseil économique et social, il faut que tous les membres du Conseil économique et social puissent déclarer leur patrimoine. Au 30 juin 2017, aucun des 30 membres du Conseil économique et social n'avait fait sa déclaration du patrimoine. Et ils ont tous astreint à le faire. Depuis, nous leur avons écrit à chacun des 30 membres. Ils ont reçu. À la fin du mois, nous allons faire le point. Je suis sûr que ça va bouger. À l'endroit de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, promouvoir le renforcement des capacités des acteurs des médias pour une spécialisation en matière d'investigation journalistique, notamment sur les faits de corruption. À l'endroit de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, intensifier la sensibilisation des citoyens sur le contenu de la loi, se saisir des faits présumés de corruption et des infractions connexes et leur donner des suites, etc., etc. Vous avez tout ça. À l'endroit de l'autorité de régulation des marchés publics, suggérer que les sanctions à appliquer aux agents puissent se faire, et nous avons déjà recommandé au gouvernement là-bas que l'autorité de régulation des marchés publics, quand elle va faire les sanctions, il faut que le gouvernement puisse les appliquer. À l'endroit du secteur public, du secteur privé, chambre de commerce et patronat, sensibiliser tous les acteurs à être à jour vis-à-vis de la réglementation sociale et des impôts. Déjà au niveau du gouvernement, nous avons demandé qu'on puisse délivrer l'attestation fiscale très rapidement aux opérateurs économiques qui veulent aller faire des marchés. Nous avons suggéré qu'on puisse payer à bonne date les opérateurs économiques qui gagnent les marchés honnêtement pour qu'on ne puisse pas traîner 1 an, 2 ans, 3 ans avant de les payer, toute chose qui favorise la corruption. Parce que quand l'opérateur veut son argent, il est prêt à aller donner de l'argent aux gens pour qu'on puisse rapidement lui sortir son dossier. Donc nous avons dit qu'il faut aller faire comme ça. Au niveau de la société civile, poursuivre la sensibilisation des différentes couches socio-professionnelles sur les méfaits de la corruption, etc., etc., nous avons dit. Et à l'endroit des partenaires, les partenaires étaient là au grand complet. En dehors des États-Unis et de l'USAID, il y avait le PNUD, il y avait l'Union européenne, il y avait toutes les ambassades qui étaient présentes donc au Bénin. Quand nous avons fait tout ça, il y a des perspectives. Que comptons-nous faire après?
Premier élément, en matière de perspective, nous avons déjà commencé par préparer la journée nationale de gouvernance 2018. Nous avons commencé déjà la préparation. Deuxième élément, nous avons préparé un suivi complet des recommandations que nous venons de vous exposer à différents niveaux. Au niveau de tous les ministères, nous avons déjà écrit à tous les ministres, tous autant qu'ils sont, pour dire que nous voulons suivre la mise en œuvre de leur programme, trimestre par trimestre, au niveau de tous les ministères. Ils ont tous répondu favorablement. Et depuis que nous avons fini avec Agoué, tous les ministres nous appellent pour faire le point avec eux. Le premier point a été fait pour le trimestre qui vient de finir. Le deuxième trimestre, c'est-à-dire après, donc d'octobre à décembre, nous allons encore nous retrouver pour faire le point avec eux au niveau de tous les ministères. Et à chaque fois que nous y allons, nous regardons ce qui s'est passé, nous donnons les conseils pour l'amélioration afin que ça puisse avancer. Ensuite, les réformes à mettre en place. Vous avez vu maintenant un certain nombre de panoplies de recommandations qui sont faites. Nous allons les suivre une à une pour voir ce que nous pourrons faire. Je suis particulièrement intéressé par une lettre que je vais vous dire parce que le directeur de la centrale d'achat des médicaments était là-bas, à Agoué. Quand le FONAC lui a envoyé le rapport, parce que pour nous, on a parlé des faux médicaments. Il faut trouver une formule. Nous demandons aux populations de ne pas prendre les faux médicaments. Dans le même temps, il faut que les populations puissent avoir des médicaments de bonne qualité. Sinon, la lutte ne sera pas complète. Si les populations à l'intérieur du pays ne trouvent pas des médicaments de bonne qualité, elles vont continuer toujours d'aller s'approvisionner avec les faux médicaments, même si c'est pour les tuer. Donc, le directeur a dit, j'accuse bonne réception du rapport que vous m'avez envoyé. Je vous rassure que la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME accorde une attention particulière aux recommandations issues de la Journée nationale de gouvernance au Bénin. De même, des dispositions seront prises pour qu'à l'édition de 2018, notre contribution à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption soit partagée au forum. Les médicaments seront rendus disponibles au niveau des populations. C'est important ça. Il s'est engagé, ce monsieur. Donc, il dit, à 2018, vous allez voir ce qui va se passer. D'autres nous ont écrit également, soit ont téléphoné pour dire, voilà comment ça va se passer. Mesdames et messieurs, voilà brièvement exposé la déclaration liminaire que nous comptons faire. Vous avez dit qu'il y a 146 participants. Dans votre présentation, vous avez parlé de la société civile. Mais je n'ai pas senti la présence de la chefferie traditionnelle ni de nos responsables religieux. Ils étaient là. Ils étaient là, ils étaient combien? Mais au niveau des recommandations, je n'ai pas aussi senti ce que vous avez fait comme recommandation. Merci. Mais jusqu'à présent, on n'en a rien remarqué. Aucune sanction, ils sont en pause et ils sont en train également de coiffer une autre concours, une autre organisation de concours qui est en cours actuellement. Les chefs religieux étaient présents et qu'est-ce qu'il en a été en ce qui concerne les recommandations? D'abord, nous avons invité les chefs religieux, on a invité les têtes couronnées et leurs représentants étaient bel et bien dans la salle. Quand vous aurez tout à l'heure la liste, vous verrez bien leurs noms sur la liste. Mais qu'est-ce qui est fait à leur endroit? Aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui sont dans certaines religions, vous allez constater que les jours de culte, les chefs religieux
ont commencé par prêcher dans les lieux de culte en tirant des livres saints les préceptes de lutte contre la corruption. On a eu des témoignages. Si vous voulez, je vais vous citer au moins une des religions qui, les dimanches, depuis que nous avons quitté Grand Popo, ou Agoué plus précisément, il y a toujours quelques éléments dans leur prêche concernant la lutte contre la corruption. Les membres de la société civile qui étaient représentés en grand nombre, et quand vous allez prendre la liste, vous allez retrouver un certain nombre parmi eux que vous connaissez bien, ont commencé également à faire la sensibilisation au niveau local, au niveau des communes, pour faire savoir aux populations et aux dirigeants, les mairies et autres conseils communaux, conseils municipaux, l'importance de lutter efficacement contre la corruption. Le deuxième intervenant a écouté la déclaration liminaire du FONAC. On a tendance à croire que tout semble aller pour le mieux. Non. La corruption est aussi vieille que le monde. La corruption est connue depuis les Antiquités. Il serait hasardeux et trop prétentieux de croire qu'en faisant les journées nationales de gouvernance, édition 2017, tout est rentré dans l'ordre et qu'il n'y a plus de corruption. Ce serait faux de le dire. Par contre, nous avons jeté les bases pour qu'à défaut de cesser, la corruption puisse régresser sensiblement. C'est de ça qu'il s'agit. Dans aucun pays du monde, on a obtenu corruption zéro. C'est l'idéal. On souhaite. Mais aucun pays du monde n'a corruption zéro. Quand vous regardez même le document de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption dans le monde, sur les 178 pays qui ont été identifié au 5 janvier 2017, le premier pays moins corrompu, on n'a jamais dit que ce pays-là est corrompu, corruption zéro. Il n'y en a pas, il n'y en aura jamais. Il y aura toujours des petites poches, mais on souhaite qu'il y en ait le moins possible. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, concernant le concours frauduleux. Oui, nous avons fait le travail nécessaire et vous avez suivi notre conférence de presse pour dire ce qui ne va pas dans ce concours au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour dire qu'il faut annuler le concours. Le concours est annulé. Ensuite, dans notre document, nous avons prévu qu'il faudrait que les sanctions soient prises. Mais ce n'est pas le FONAC qui prend les sanctions. Nous avons envoyé le dossier à l'autorité de régulation des marchés publics pour que, à partir de l'article 150 et suivant de la loi concernant les marchés publics, l'autorité de régulation des marchés publics puisse prendre les sanctions à l'encontre de tous ceux qui sont fautifs dans cette situation. Et tout à l'heure, quand nous présentions les recommandations, nous avons dit qu'il faut que le gouvernement puisse appliquer les sanctions données par l'autorité de régulation des marchés publics. Parce que l'autorité de régulation des marchés publics ne fait que proposer les sanctions. Et il appartient au gouvernement de les mettre en exécution. Donc c'est une chaîne. Si un camp fait son travail et que l'autre ne fait pas, bon, nous, on n'a que l'effet de pression. Dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons peut-être faire la sortie pour dire, mais nous avons demandé depuis longtemps de faire les sanctions à l'endroit de telle personne, on ne voit rien venir, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que ça va se passer. Déclaration du patrimoine, qu'en est-il? Vous avez parlé d'un ministre démissionnaire. À l'étape actuelle aujourd'hui,
le FONAC ne veut pas révéler les noms de ceux qui ont fait ou de ceux qui n'ont pas fait à l'étape d'aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons écrit à chacun d'eux, nommément, pour leur demander de faire ce qu'ils doivent faire. La Cour suprême, au 30 octobre, doit nous faire le point de tous ceux qui ont fait la déclaration ou non, après que nous ayons écrit. Nous avons quelques informations, mais il y a la preuve, hein? Ils nous écrivent officiellement pour dire X a fait, Y n'a pas fait, X a fait, Y n'a pas fait. Nous aurons nommément les noms de tous ceux-là. Nous les avons au 30 juin. Et nous avons estimé que, plutôt que de venir tout de suite publier leurs noms, nous allons d'abord écrire pour demander à ce que chacun d'eux puisse s'exécuter pour toutes les raisons possibles. Je vous ai dit, plusieurs d'entre eux m'ont téléphoné, d'autres ont dit, ah oui, j'ai eu, mais je vais le faire. Ils ont écrit même, on a des lettres. J'ai accusé réception de votre lettre, je vais le faire dans les prochains jours, etc., etc. Nous attendons que le délai arrive, à savoir fin du mois. Que la Cour suprême fasse le point pour dire, suite à votre action, tel on fait, et il reste tel et tel qui n'ont pas fait. En ce moment-là, nous serons en droit de dire, on va livrer leur nom. Puisqu'ils ne diront plus qu'on ne les a pas prévenus. Ils ne diront plus que nous sommes de mauvaise foi. En ce moment-là, nous allons dire, c'est plutôt vous qui, avant, nous aviez dit que vous avez oublié. Que vous avez, mais on vous a rappelé ça par écrit, c'est pas qu'on a dit pour que vous oubliez. Vous avez la lettre avec vous. Si vous ne l'avez pas fait, et que vous ne voulez pas le faire, et là, on peut rendre compte. Puisque nous rendons compte au peuple. C'est tout, hein? C'est pas méchant. Si on donne leur nom, c'est pas pour les enquiquiner, c'est pour rendre compte au peuple que telle personne doit faire la déclaration, mais elle n'a pas fait. On lui a écrit pour le rappeler à l'autre, il n'a pas fait. Bon, peuple, voilà, c'est tout, point. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, on ne va pas donner les noms aujourd'hui. Mais à la prochaine réunion, on donnera les noms s'il y en a qui n'ont pas fait. Le troisième intervenant parlait de PPEA 2. Ah, dossier important. Je vous avoue que le débat a été très chaud et très long. Pour ceux qui sont intéressés, la partie là que nous avons enregistrée, on peut peut-être le mettre à disposition si c'est nécessaire. Mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Mais le débat a été très chaud et très long. Le directeur de l'USAID a dit tout à l'heure, je l'ai confirmé aussi, que le ministre de la Justice était là de bout en bout. De bout en bout. Les questions ont été soulevées. Il n'y a pas eu de langue de bois. Je vous le garantis. C'était chaud. Mais dans notre pays, nous ne pouvons pas vouloir quelque chose son contraire. C'est nous-mêmes qui avons voté la Constitution qui dit que la justice est une autorité. L'indépendance de la justice vis-à-vis du législatif, vis-à-vis de l'exécutif. Les décisions de justice doivent être appliquées. Nous avons tous voté dans la Constitution pour ça. Maintenant, si la justice dit, c'est ça, est-ce qu'un petit, comme Elias là, ou un autre de FONAC là, peut se lever pour dire, non monsieur, vous avez dit ça, c'est pas ça. Est-ce que nous on peut dire ça? Nous ne pourrons pas le dire. Comme vous l'avez si bien dit, bon, la justice a donné son verdict, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Parce que s'il y a de nouveaux éléments qui entrent en ligne de compte, on peut toujours ouvrir le dossier. Voyez-vous ce qui se passe actuellement au Burkina Faso? Thomas Sankara est tué il y a 30 ans. En temps, la justice a tout fait, a classé, tout est fini, terminé. On a ouvert le dossier encore maintenant, non? C'est comme ça que ça va se passer. Ceux qui sont concernés, dont vous parlez, qui sont aujourd'hui enrobés d'immunité et tout ça là, ils ne resteront pas tout le temps à ce niveau-là. Le problème est connu. Les éléments existent. De nouveaux éléments peut-être vont permettre à ce que le dossier soit rouvert un autre jour.
Ayez confiance. Ne perdez pas espoir. Ça va se faire. Alors, le quatrième parle de FNPEJ. Mais on a demandé aux gens de payer. Nous ne pouvons pas dire autre chose. C'est ça que nous avons recommandé là-bas. On a recommandé que les agents indélicats puissent être sanctionnés. À la limite même, non seulement ils vont rembourser, mais il faut encore les sanctionner. Vous ne pourrez pas prendre l'argent sous forme de prêt et refuser de payer à l'échéance et dire qu'il faut vous protéger. Le FONAC ne participera jamais à cette protection-là. S'il y a des gens qui ont pris l'argent, qui ont donné ou pas des garanties et qui n'ont pas remboursé, c'est une obligation pour eux de rembourser. Si même on demandait le concours du FONAC, nous serons encore les premiers à les demander qu'ils remboursent. S'ils ne remboursent pas, nous serons encore les premiers à dire qu'il faut les sanctionner. Donc, le FONAC ne dira jamais le contraire, qu'il ne faut pas que les gens remboursent FNPEJ. Ceux qui doivent rembourser. Déclaration du patrimoine. Que dit la loi? C'est le cinquième intervenant. La loi est très claire. Hein? Il y a des sanctions qui sont prévues, même si on est ministre, même si on est président de la République. C'est dommage que toutes les communications que j'ai eu à faire à l'époque devant les journalistes, je leur ai toujours donné la loi. Mais aujourd'hui, on n'a pas amené la loi. Hein. On a amené le rapport pour vous. Ceux qui sont intéressés n'ont qu'à passer, je leur donne la loi. Que dit la loi? 1. Les fausses déclarations là, si vous faites une fausse déclaration, vous êtes passible même de peine de prison. 2. Si vous faites une déclaration, ou que vous vous abstenez de faire la déclaration, la loi dit que les indemnités, les primes et autres avantages que vous devez avoir à ce poste, on va vous les supprimer pendant 6 mois. Et là, vous dites qui va le faire. La loi l'a prévu aussi. C'est la Cour suprême qui va le faire. Et là, il n'y a pas d'immunité du tout. Il n'y a pas d'immunité. Donc, soyez tranquilles, au moment opportun, dans les prochains jours, quand on va faire le point de tout ça là, nous allons demander à ce que la Cour constitutionnelle, la Cour suprême puisse faire son travail. La loi prescrit, ils doivent le faire. Je vous dis au passage que tous les maires sont astreints à cette déclaration du patrimoine. Et les 77 maires ont reçu chacun une lettre de la modeste personne qui vous parle en leur demandant de faire leur déclaration du patrimoine. Parce qu'au 30 juin 2017, aucun des 77 maires n'a fait sa déclaration de patrimoine. Aucun. Donc, ils ont reçu chacun la lettre les invitant à le faire. Ensuite, au 30 juin 2017, un seul des 12 préfets a fait sa déclaration de patrimoine. Un seul des 12 préfets a fait sa déclaration de patrimoine. Et chacun des 11 a reçu une lettre leur demandant de faire leur déclaration de patrimoine. Au niveau des ministères, vous suivez ou pas? Au niveau des ministères, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et autres directeurs qui sont astreints à faire cette déclaration du patrimoine, aucun ne l'a fait. Et j'ai écrit à chacun des ministres pour leur dire, depuis votre directeur de cabinet jusqu'au dernier directeur astreint à ça qui n'a pas fait, rappelez-le leur. Ceux des journalistes qui étaient hier à la conférence sur la lutte contre la pauvreté, le ministre des Affaires étrangères a fait un témoignage hier devant tout le monde. Vous qui étiez là, vous avez entendu. C'est de ça qu'il s'agit là. Publiquement dit, Elias l'a écrit, et il m'a demandé de faire, et j'ai fait. J'ai donné mes mains de l'air pour que tous ils puissent le faire, donc c'est fait. Vous étiez là, pour ceux qui étaient à Zala hier. Il a fait publiquement une déclaration. Il n'y a rien caché. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, chers collègues. Ce Souberou, la corruption reste encore due, oui, c'est vrai. Déclaration du patrimoine, oui, c'est vrai. Faute lourde, c'est vrai. Qui va
sanctionner. Je viens de dire qui va sanctionner. Comment ça va se passer? C'est ça, c'est prévu. Et je suis sûr que vous avez une copie de la loi parce qu'on a déjà fait plusieurs fois des séances. Je vous ai donné la copie. Regardez les articles 4, 5, 6 et vous trouverez, n'est-ce pas, en matière de déclaration du patrimoine, ce qui est prévu. Surtout l'article 3, il est très clair dessus. PPEA 2, j'ai répondu maintenant. Et Madame de Télévision Carrefour, sous quel angle a-t-on présenté le PPA 2? On l'a abordé sur tous les angles. Madame, c'est dommage que vous ne soyez pas là-bas. Le débat sur PPA 2 a fait plus d'une heure. Oui, plus d'une heure. Le ministre de la Justice était lui-même au front. Et il répondait à toutes les questions. Il a été, entre griffes, assommé de partout. Il n'y avait pas la langue de bois. Hein. Les organisations de la société civile et les autres étaient là, aux commandes, comme on le dit. Ils ont posé beaucoup de questions. Il a tenté de répondre comme il pouvait répondre, mais chacun a gardé sa position avant de quitter la salle. Le sujet a été longuement abordé, sous tous les angles. Alors, on a dit qu'on va revoir la loi. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la loi ne donne pas assez de possibilités pour l'organe qu'est l'Autorité nationale de lutte contre la corruption de travailler. 1. Il faut que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption puisse avoir le pouvoir de police judiciaire. Nous avons au sein de cette autorité un commandant, gendarme, donc officier de police judiciaire, un commissaire de police gradé, donc officier de police judiciaire, mais la loi ne leur donne pas la possibilité d'agir au sein de l'autorité comme police judiciaire. Du coup, les enquêtes à mener n'ont qu'un caractère administratif. Quand on fait le travail, on l'amène à la justice n'est pas tenue de les prendre comme argent comptant et peut encore recommencer totalement ou même le mettre de côté. On a demandé maintenant que la loi précise bien qu'il y a ce pouvoir de police judiciaire et que quand le travail sera fait, on puisse le faire. Deuxième élément, aujourd'hui la loi dit quand l'autorité nationale de lutte contre la corruption connaît des cas de corruption, elle envoie au procureur, point. Mais vous savez tous que le procureur a l'opportunité ou non de poursuite. Donc nous disons qu'il faut changer la loi pour que dès que les organes de lutte contre la corruption, entre autres l'autorité nationale de lutte contre la corruption, et les autres, à savoir le FONAC, Calcré, Nouvelle-Éthique, Consort, vont envoyer des dossiers avérés de corruption, il ne faut plus que ce soit seulement le procureur qui reste dans son coin pour dire je fais ou je ne fais pas. Puisque aujourd'hui, la loi donne ce pouvoir-là. Il faut que nécessairement, quand le dossier va arriver là, on confie ça à un juge d'instruction pour que la procédure soit enclenchée. La loi n'a pas encore dit ça, il faut que la loi le dise. C'est de ça qu'il s'agit. Les sanctions, comment punir les gens qui n'ont pas respecté la loi et qui n'ont pas fait la déclaration du patrimoine, j'ai déjà répondu à ça. La télévision béninoise, la béninoise de télévision, déclaration du patrimoine, on a parlé de ça. Qui apprécie la conformité? Voilà. Dans les recommandations, on a prévu que d'abord, la chambre des comptes devienne une cour des comptes. Ensuite, qu'on mette le personnel à qualifier à la disposition et qu'on puisse former et le personnel de cette chambre aujourd'hui qui sera cour demain et le personnel de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption à l'effet de savoir contrôler l'opportunité, la conformité de ce qui est déclaré. C'est important parce qu'au niveau des Nations Unies, la Convention des Nations Unies dit qu'il faut faire déclaration du patrimoine, mais si on fait déclaration du patrimoine et qu'on ne contrôle pas la conformité, c'est comme si de rien n'était. Chacun peut se lever pour dire j'ai 10 bœufs ici, j'ai 3 maisons là-bas, j'ai 4 sociétés ici, etc. Rien du tout. Il faut pouvoir vérifier. Donc, il faut former les gens à le faire. Donc, ce n'est pas comme ça pour vérifier la conformité des déclarations. Donc, des formations sont prévues. Et on a pris les dispositions au niveau de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption pour que, en décembre ou en janvier prochain, on puisse faire venir des experts qui vont former les gens de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et
de la Chambre des comptes aujourd'hui a l'effet de pouvoir être armé pour faire la vérification de la conformité donc des déclarations de patrimoine. Alors, il nous a demandé de juin à maintenant, on parle de beaucoup de marchés, gré à gré, qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, je dois une émission à la télévision béninoise. Elle m'avait appelé à l'époque pour que je puisse venir intervenir sur les nouvelles dispositions concernant le Code des marchés publics. Quand j'ai eu les documents, on s'est entendu. Malheureusement, on n'a pas trouvé le temps qu'il faut pour faire l'émission. Mais entre-temps, de la loi rectificative que le Parlement a eu à prendre sur le Code des marchés en vigueur, il y a eu encore une autre loi qui a été prise qui abroge complètement le Code en vigueur aujourd'hui. Donc, il y a eu deux tests. Un premier test qui rectifie, et un autre test qui est pris maintenant qui abroge. Les nouvelles dispositions de la loi qui abroge, je ne les ai pas encore en main. Les nouvelles dispositions qui complètent l'ancien code, je les ai, et c'est sur la base de ça qu'on devait faire le travail. Maintenant, le marché gré à gré. La loi sur tous les continents, dans tous les pays du monde, la loi a toujours prévu les conditions dans lesquelles il faut passer les marchés de gré à gré. Donc, le marché de gré à gré n'est pas interdit. Il faudrait maintenant voir si les conditions prévues par la loi sont respectées ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et là-dessus, la loi doit normalement être très claire pour que l'on ne fasse pas des interprétations concernant les conditions pour passer les marchés gré à gré. Et là, s'il y a des marchés gré à gré qui sont passés et dont un citoyen est au courant, il estime que ce n'est pas bon, nous sommes là pour vous. Donnez-nous copie de ce papier. Et nous, on va l'analyser, on va interpeller les autorités à quelque niveau que ce soit. Pour la petite histoire, je peux vous dire, le palais de la présidence actuel, le nouveau, le bâtiment là, quand on a lancé l'appel d'offres pour équiper le nouveau bâtiment, le FONAC a eu des informations que le travail a été mal fait. Puis nous avons écrit au président de la République pour demander à le rencontrer. Il nous a reçus. Président Yahi Boni, il nous a reçus. On lui a dit, bon voilà, nous avons appris que le marché là, c'est pas bon, on a donné, non. Celui à qui on a donné ne doit pas gagner. Et on lui a donné le marché. Il a dit, comment vous arrivez à avoir les informations? On dit oui, nous on a les informations. Il dit, mais comment ça? On dit oui, c'est comme ça. Bref, et on lui a démontré que nous avons les informations. Parce que tant qu'on n'a pas les informations, on ne s'approche jamais des dossiers quand on n'a pas l'information. Arrivé là-bas, on a fait le travail. Il nous a reçus. On a tout fait. Il a appelé les services techniques pour demander comment ça s'est passé. Puis, il y a eu un élément important qui a fait que nous avons reculé. C'est quoi l'élément? On lui a dit, bon voilà, dans le dossier d'appel d'offres, on avait demandé à ce que celui qui veut gagner le marché pour l'équipement du bâtiment puisse mettre là-dedans que là où on va fabriquer les meubles, il faut que le Bénin envoie quelqu'un pour aller s'asseoir dans ces usines-là pour regarder la fabrication du début jusqu'à la fin. Et que celui qui semble être le mieux disant, qui n'a pas été déclaré adjudicataire, n'a pas prévu ce passage-là. On dit oui, mais c'est plus cher. Le président de la République nous a dit ceci. Monsieur Elias, oui. Les services de sécurité m'ont dit, on peut mettre dans les meubles des bombes à retardement, en miniature, sur un fauteuil, fauteuil bourré, en bas, quelque part, ou des micros, des choses comme ça. Si les gens n'étaient pas là pour voir comment ça se passe, Monsieur Elias, accepterez-vous un jour qu'on puisse être dans ce bureau et que 6 mois après, ça explose et que le président de la République soit tué parce que
on a mis une bombe dans la chaise sur laquelle il est assis. Ah! Quand on a eu cette information-là, on a dit, ah oui, pour avoir de sécurité, c'est bon, il faut y aller. On a appelé le monsieur pour dire, oui, oui, monsieur, voilà ce qui s'est passé. Nous, on ne peut pas vous soutenir pour ça, vous ne pourrez pas. Celui qui a dit qu'il faut aller là-bas, là, on n'a qu'à payer pour qu'il aille. Voyez-vous, c'est des choses comme ça qu'on fait. Deuxième élément, vous avez vu circuler depuis vendredi dernier, sur les réseaux sociaux, une dame qui parle. Hé, concours, j'ai donné le dossier, j'ai donné le diplôme et tout de mon fils, et puis on a rejeté son dossier. Elias, interpellé, appelé mon nom et tout. Bon, on a appris ça, certains m'ont envoyé ça. Je leur ai répondu pour dire, demandez à la dame d'envoyer le nom, le prénom, le lieu où on a déposé le dossier et les raisons du rejet du dossier. Qu'on va intervenir tout de suite. Quand on aura ça en main, on va intervenir tout de suite. Et une fois que ce sera réel, on demandera de vérifier partout pour qu'on fasse la correction une fois pour de bon. À ce jour, aucune réponse. Mieux, j'ai demandé à quelqu'un qui est sur le même forum qu'elle de tout faire pour me donner le numéro de téléphone de la dame. Le numéro de téléphone est donné. J'ai donné à la vice-présidente. Elle a vérifié. Elle a appelé 2 jours de suite, du matin jusqu'au soir. Personne n'a décroché le téléphone. Alors, quand on vous donne des éléments comme ça pour alarmer le monde entier sur des dossiers, et qu'on vous dit, donnez-nous un dossier qui ne donne pas, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Les gens sont prêts à tout faire pour discréditer L, B, C, etc. Les gens ont pris peur, on dit, mais comment Elias, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais j'ai demandé depuis longtemps de me donner des informations. Aucune information à ce jour. Vous comprenez? Donc quand on vous parle de, hé, gré à gré, hé, gré à gré, d'accord, donnez-nous l'élément. Nous, on ira vérifier, et si c'est vérifié, eh bien, nous allons faire le nécessaire. Mais si on n'a pas vérifié, qu'on dit seulement les gré à gré, c'est fini, c'est mauvais là, nous, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, voilà ce qu'on peut répondre sur ce dossier. L'actualité. Qu'est-ce qui a changé? Ah, depuis juin, ça a commencé par bouger. C'est sûr, nous sommes conscients que ça a commencé par bouger. Et nous allons mettre la pression pour que ça continue de bouger. Attribution des marchés gré à gré, je viens de parler de ça. Le diagnostic n'est-il pas biaisé? Mais oui, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand les agents nous disent, nous, on veut de l'argent, on dit, très bien, vous avez raison. Mais le gouvernement ne peut vous donner l'argent que quand il aura fini de collecter l'argent. Si sur un dossier donné, vous devez faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, et que vous mettez le tiers ou la moitié dans votre poche privée, que vous ne mettez que le 10e dans les caisses de l'État, on va trouver l'argent pour vous, pour améliorer votre salaire. Donc, commencez d'abord par faire le travail normalement. Faites rentrer dans les caisses de l'État l'argent qu'il faut, puis nous serons en mesure de dire, maintenant que les caisses sont enflouées, messieurs les dirigeants, redistribuez la richesse aux agents de l'État pour qu'ils puissent avoir satisfaction. Mais s'il n'y a pas ça, vous voulez qu'on demande au gouvernement de faire quoi? Aujourd'hui, vous savez très bien, ce n'est secret pour personne, l'appui budgétaire vient de l'extérieur. La Banque mondiale donne, les partenaires techniques donnent, l'Union européenne donne, etc., etc. Les Américains donnent, tout le monde donne. Ça veut dire quoi? Que notre propre ressource à nous, ce que nous engrangeons au Bénin, nous-mêmes, ne suffit pas déjà pour payer le peu qu'on nous donne en attendant. On demande d'augmenter. Très bien. Mais quand on voit ce qui passe dans la corruption, ce qui passe dans les poches privées, et c'est pour ça que nous sommes là. Si nous pouvons faire en sorte que cet argent-là rentre dans les caisses de l'État, nous serons en mesure de dire, messieurs les dirigeants, faites beaucoup plus de programmes de développement durable afin que les populations puissent avoir satisfaction. Les agents de l'État puissent avoir les salaires décents. Les enfants puissent trouver du travail. Les routes soient mieux construites. Les écoles, les dispensaires, les maternités, les hôpitaux et autres actions puissent se mener afin que la population soit de bonne facture et que la pauvreté puisse reculer.